Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de ce mercredi 18 avril 2018 à la une de ce journal Crime passionnel à Douala. Une femme soupçonnée d'avoir empoisonné son époux pour l'empêcher de prendre une troisième femme médite sur son sort dans les geôles de la gendarmerie. La victime n'a pas survécu. Elle a rendu l'âme dans une formation hospitalière. L'affaire défraie la chronique au quartier Newton Aéroport et la série noire se poursuit toujours ce mercredi. 2 hommes ont perdu la vie lors de la construction d'un mur de soutènement au quartier Lorpomme dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine affecte la stabilité économique du monde. Le Fonds monétaire international regrette cette bataille entre ces deux géants qui ralentit la relance de l'économie. Le FMI a publié ce mercredi les perspectives économiques du monde à Washington, d'où nous retrouvons notre envoyé spécial Cédric Moufélé en ouverture de ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Les déficits budgétaires affectent la relance de la croissance économique en Afrique subsaharienne. Le FMI, ses dysfonctionnements donc meublés en bonne partie. La rencontre du FMI, le Fonds monétaire international, a par ailleurs regretté les conséquences néfastes de cette bataille commerciale entre les États-Unis et la Chine. Nous retrouvons donc notre envoyé spécial, Cédric Moufélé, du côté de Washington. Des conférences attendues ici aux réunions du printemps du FMI et la Banque mondiale, les perspectives de l'économie mondiale qui s'assombrissent dans une guerre commerciale entre Washington et Pékin. Le litige entre ces deux grandes puissances économiques fait trembler les marchés et préoccupe au plus haut point le Fonds monétaire international. Son directeur du département des études et conseiller économique, Maurice Absford, critique ces escalades en matière de commerce. Un tel litige cache bien mal des déficits budgétaires criards chez les grandes puissances industrielles. Tenez, par exemple, selon le FMI, les États-Unis d'Amérique enregistreraient en 2019 un déficit budgétaire évalué à plus de 150 milliards de dollars. Cependant, des mesures de l'administration Trump seraient en train de soutenir l'économie américaine à court terme, mais ces déséquilibres budgétaires affectent davantage les pays d'Afrique subsaharienne. Le FMI l'a relevé lors de cette conférence axée sur la perspective de l'économie mondiale. Néanmoins, quelques pays ont eu à bénéficier des bons points de la part du FMI. Il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Kenya engagés dans des réformes structurelles. D'autres pays africains producteurs des matières premières bénéficient d'une légère embellie des cours des matières premières sur le marché international. Cependant, le FMI a tenu à insister sur la viabilité des finances publiques, l'amélioration de la gouvernance financière sur le continent africain. Ces préoccupations majeures doivent meubler d'autres réunions et conférences ici lors de ces rencontres du monde des finances au siège du Fonds monétaire international. Ici à Washington, Cédric Moufélé, envoyé spécial Equinox Télévision. Merci à vous, Cédric Moufélé, notre envoyé spécial à Washington, qui suit de près ces rencontres du printemps de la FMI et de la Banque mondiale. L'actualité à présent sur le plan local, c'est la consternation totale au quartier Newton Aéroport dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Un homme a trouvé la mort après avoir consommé un repas que lui a servi son épouse. Le animal domestique est également décédé après avoir consommé le même repas. Les populations furieuses ont tenté d'en découdre avec la femme incriminée, mais elle a eu la vie sauve grâce à l'intervention des forces de l'ordre. Le retour sur les faits dans ce reportage de Leclerc Sakem. Au milieu de cette marée humaine se dégagent les commentaires d'un homme décédé dans les circonstances trop. Nous sommes au quartier Newton, aéroport secteur Maliké, dans la capitale économique du Cameroun. L'Arabat, conducteur de camion, vivait maritalement avec celle qui aujourd'hui
soupçonné d'avoir introduit le poison dans son repas. Quand je suis arrivée, la femme n'était pas là. Puisque quand ça s'est passé, il a envoyé une voisine appeler ma grande soeur. Et moi, en ce moment, j'étais avec ma grande soeur, je suis sortie en courant derrière elle. Quand nous sommes arrivés, on a trouvé le défunt couché, il était encore en train de respirer. Ben, il nous a dit que le plat était devant lui. Il n'avait pas fini de manger complètement, le plat était encore devant lui. Et le chat était mort devant la porte. J'ai dit à ma grande soeur que ça c'est le poison. Parce que comment se fait-il que quelqu'un est malade et la salive sort de sa bouche? En attendant la confirmation de cette thèse par les spécialistes, les pros informés de la situation ont pris des mesures pour la prise en charge. On a demandé de faire l'éco-cœur, de faire le scanner, de faire tout ce qu'on peut faire. Donc là alors, l'éco-cœur a montré qu'il y a eu une infarctus. Bon, mais les signes et symptômes qu'il présentait un empoisonnement parce qu'il était en train de baver tellement et en train de faire la diarrhée sur lui. Quand moi alors je lui demande, papa, qu'est-ce qui se va? Il me dit, demande-la ce qu'elle m'a donné, j'ai mangé. Moi je suis en santé. Puisqu'il devait voyager ce matin, c'est un chauffeur. Il a déjà chargé sa voiture, ça lui dit au revoir à tout le monde pour voyager. Le public présent, habitué au spectacle qu'offrait ce couple, ne cache pas son émotion. Descendus sur les lieux, les éléments de brigade de Koulouloum useront de beaucoup de tact pour conduire cette dame dans leurs locaux. Et je vous le disais également en titre, un glissement de terrain a fait 2 morts ce jour à Douala. L'actualité a mobilisé toute la capitale économique du Cameroun. Nous y reviendrons certainement avant la fin de ce journal. Le temps de signaler que sur la route nationale numéro 5, il est devenu au fil des jours un axe accidentogène. Le tronçon Souza-Loum, ces 2 accidents de la circulation sont fréquemment enregistrés sur ces voies du fait de l'incivisme des conducteurs, ajouté au mauvais état de la route. Le reportage de Jacquino Molon et Xavier Sorel-Tésia. Plus d'un jour ne passe sans qu'on enregistre un dégât sur le tronçon Loum-Souza, sur la nationale numéro 5. Des accidents divers, des collisions entre des véhicules, des voitures qui finissent au fond des ravins. Les usagers payent au quotidien le prix du mauvais état de cet axe routier. Tout comme ces dégâts, les causes sont diverses. En bonne place, la conduite maladroite des chauffeurs. Il y a une chose sur eux, je ne sais pas si c'est leur qualité, ils n'aiment pas céder le passage. Donc si tu es derrière une voiture comme ça, au lieu qu'il te serre le passage, il peut faire te serrer qu'à la dernière minute, il oublie qu'il y a des usagers dans la voiture et ils mettent la vie des gens en danger. Ils roulent tellement mal ces chauffeurs-là. Donc vraiment, on devait vraiment encore les apprendre le cours de la route. Que dire de l'état de cette route crevassée par endroits ou de ces graviers qui ont envahi la chaussée à cause de l'incivisme des conducteurs de camions. Donc qui charge la pesante, vraiment, ces camions nous nuisent avec les graviers. Partout sur la route, au virage où les graviers sont versés. Regardez, particulièrement ma pare-brise, elle est cassée comme ça, c'est ces graviers-là. Ça renverse aussi les véhicules. Pratiquement comme mon collègue ce matin a eu ce même problème-là. Son véhicule est complètement endommagé à cause de ces graviers. Les graviers là, avec beaucoup de vent, ça renverse les graviers au sol. Et voilà maintenant les incidents qui causent que nos frères sont en faillite. Le camion, la voiture, si devait aider le chauffeur au moins avec sa famille, envoyer les enfants à l'école. Voilà le gravier qui a fait que quelqu'un peut perdre sa vie là. Ce sont ces blocs de pouzzolane qui ont causé un accident de la circulation sur cet axe dans la matinée du lundi 16 avril 2018. On avait enregistré 7 blessés. D'après les statistiques du ministère des Transports, cette route est la plus meurtrière au Cameroun. L'enclavement des principaux bassins agricoles freine l'essor des zones rurales au Cameroun. Illustration au village Badjonzo. C'est dans le département d'Undé, région de l'Ouest Cameroun. Le mauvais état des routes empêche aux populations d'écouler les marchandises vers les centres urbains. Ajoutez à cela l'absence d'eau potable et d'électricité. Nos reporters Jacquino Molon et Flavien Valondongo nous amènent à la découverte de ce vivrier agricole situé en plein cœur des montagnes. Reportage. Au milieu des montagnes qui entourent le département d'Undé, dans la région de l'Ouest Cameroun, le village Badjonzo. Le vivier agricole, situé dans l'arrondissement de Bazou, est une mamelle nourricière aux cultures diverses et variées. Nous produisons beaucoup la patate, banane,
manioc, tomates, les ignames aussi, le piment. Mais la route est mauvaise. Sac de patates sur la moto, c'est 1500. De Badjonzo pour Bazou Centre. Les petits marchés du village sont envahis par des produits sortis des plantations. Les habitants consomment local. Le grand marché est à Bazou. Il faut parcourir 7 km sur une route impraticable. Badjonzo, Bazou, ça fait 7 km. Les Bensikenais profitent de nous. Il y a des fois on paye 1000 francs, des fois on paye 700. Il y a un problème de route, d'autant plus que c'est les villageois qui essaient d'aménager la route. Le coût du transport est élevé. Sur place, l'eau potable est une denrée rare. Celle qui existe provient de ces puits, un puits à haut risque. C'est ici qu'on buvait l'eau. C'est ça qui calcule jusqu'à présent, parce qu'il y a manque d'eau. Les gens de l'autre quartier sont pour puiser l'eau. Là, derrière moi, là, toujours le pisse. On ne connaît pas, on boit parce que c'est un peu, on voit que c'est potable. C'est même pas potable parce que quand il y a les enfants, c'est même pas protégé, vous voyez. On est obligé de boire parce qu'on manque. Chez le chef, il y avait un forage qu'on avait mis, ça ne fonctionne pas. Des forages avaient pourtant été construits pour améliorer la vie des villageois. Des forages qui sont aujourd'hui à l'abandon. Il y avait ce canvateur. Bon, depuis les bandits sont venus arracher les moteurs, tout. Et maintenant, on se fait que vivre avec les vieux marigots comme ça. Si c'est pas potable, ils sont obligés de boire ça. Ils sont obligés de boire parce qu'il n'y a pas d'eau. Le seul centre de santé érigé dans le village est dans la broussaille. Il y a un hôpital, mais manque d'infirmiers. Si quelqu'un tombe malade ici, une femme enceinte, il faut seulement trouver des motos pour l'évacuer sur Bazou. Avant d'arriver à Bazou, le concerné peut crever en cours de route. L'école primaire à cycle complet manque d'enseignants. Cycle complet de la CE jusqu'au CM2. On n'a que 3 mètres pour toute l'école. 1 mètre pour 2 salles de classe. Parce que notre village est abandonné. Les collégiens du village Badjonzo parcourent 16 km en aller-retour pour recevoir les cours au lycée de Bazou. C'est un véritable calvaire qui anime les habitants du village Badjonzo. Le dimanche, le culte se passe dans mon presbytère. Que voilà, c'est une interpellation parce que dans le village, nos parents ils ne parviennent même plus, ils n'ont plus rien. Les villageois sollicitent alors le concours des élites pour la construction des routes afin d'écouler les produits agricoles qui pullulent dans des plantations. Des localités comme Badjonzo se comptent à l'appel au Cameroun. Elles qui n'ont besoin que du minimum, à savoir des routes, de l'eau potable, des écoles, des centres de santé pour s'arrimer à la modernité. Une autre localité qui croupit sous le poids de la misère et la pauvreté, c'est le village d'Ehan dans le département de l'Océan, région du sud du Cameroun. Tenez par exemple, les populations des fidèles chrétiens n'ont pas de chapelle pour pouvoir prier le Seigneur, l'absence d'infrastructures routières et sanitaires. Plus de précisions dans ce reportage de Rodrigue Ngassi et Julingue Nyonde. À une quarantaine de kilomètres de Déa, s'étend le village d'Ehanais, situé dans le département de l'Océan. Durant des années, le ciel de cette localité est resté sombre. Et l'église catholique du coin, jusqu'à ce jour, peine à tenir debout. Construite en matériaux provisoires et dans un état de délabrement avancé, elle expose les fidèles aux intempéries climatiques. C'est dans ces conditions que l'abbé Grégoire Essimbe, fils de Déhanais, comme un berger, est venu apporter un message d'espoir et de mobilisation. En réalité, cette chapelle, la toute première, a été construite par les chrétiens eux-mêmes. Donc c'est une interpellation d'abord aux villageois en eux-mêmes, à nous-mêmes, aux hommes et aux femmes de Déhanais, pour faire quelque chose. Nous tendons la main à quelqu'un comme un frère qui est chez nous, à qui on peut dire que toi, tu as un peu, aide ton frère. C'est un devoir chrétien pour les forts de porter les faibles. Mais dans tous les cas, nous aussi nous pouvons faire quelque chose. Et c'est ce que nous demandons, un appui. Quand on demande de construire une chapelle, avec la construction, ce n'est pas tout. Il faut l'équiper, il faut l'entretenir. Nous pouvons faire cette autre partie-là. S'adressant aux fidèles, le prélat, s'inspirant des questions d'actualité, les a exhortés à continuer de construire la notion du vivre ensemble.
Face au préfet de l'océan, l'abbé Grégoire Essimbe, se souvenant que l'électricité et l'aménagement de la route sont arrivés à Déhanais avec l'implantation d'une société agricole, invite les autorités à se pencher sur d'autres problèmes que connaissent les populations de ce village. La route, la lumière ne sont pas pour le village de Déhanais. Ce n'est pas pour le village de Déhanais. Elles ont quelque chose pour Déhanais, pour la terre qui nous donne toute cette richesse. Il ne reste donc plus qu'à espérer que ce cri ne soit pas parvenu dans les oreilles de sourds. Un programme national des forêts pour remplacer le programme national de reboisement devenu obsolète. Il engloutit plus de 5 milliards de francs CFA, des fonds dépensés pour des résultats médiocres. Conséquence de la destruction des forêts naturelles est loin de s'arrêter dans un contexte marqué par la désertification et les changements climatiques. Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat. Lancé en 2006, le programme national de reboisement se révèle aujourd'hui dépassé face aux problématiques mondiales du changement climatique et la désertification. Selon des experts, le dit programme manque de vision et présente des limites conceptuelles pour une mise en œuvre efficace des politiques de reboisement. Lorsqu'on fait un peu le rapport entre les fonds qui ont été mis à la disposition de ces acteurs et puis le taux de réalisation, se rend compte quand même qu'il y a un gap qui est assez important. Toujours pour justifier cet échec, les experts y dénoncent le cafouillage observé dans sa mise en œuvre, avec une floraison d'intervenants publics et privés agissant à tort et à travers dans le secteur, avec à la clé 5 milliards de francs CFA dépensés en 12 ans. On ne sait pas toujours ce que font les uns et les autres. Ils s'inspirent de quoi, de quel itinéraire technique, de leurs activités s'inscrivent dans quelle vision. Fort de tous ces résultats qui n'ont finalement pu contenir l'avancée de la désertification et du changement climatique, les pouvoirs publics veulent se doter d'un nouvel instrument, le Programme national des plantations forestières, avec comme innovation une mutualisation coordonnée de tous les acteurs de la filière sylvicole. Si nous voulons lutter contre la dégradation des forêts et la déforestation, il faut préserver les forêts naturelles, mettre l'accent sur les plantations forestières, les plantations artificielles. Un pays comme le Brésil aujourd'hui, plus de 40% du bois brésilien sur le marché mondial est issu des plantations forestières. Donc vous voyez un peu la conversion, la migration qui est en train d'être faite. Réunis à Bafoussam, le ministère des Forêts et de la Faune et tous les acteurs concernés cherchent la bonne formule à même de mieux porter ce nouveau programme, gage de reconstitution des forêts camerounaises dévastées par une exploitation sauvage. Les participants ont bon espoir que le nouveau projet ne sera pas un programme de trop pour amuser la galerie. En éducation, plus de 1400 livres proposés par des éditeurs qui espèrent être retenus pour la prochaine rentrée scolaire. Le Conseil national d'agrément du livre, réuni en session extraordinaire, a la lourde responsabilité de choisir un seul livre par matière. En réalité, le gouvernement veut rompre avec une pratique source de corruption et de marchandage, celle qui veut que plusieurs livres soient proposés aux apprenants. Élisée Borba et Aïe Cyril. C'est une espèce de retour à la normale dans le système éducatif camerounais. Dès la prochaine rentrée scolaire, un seul livre sera retenu par matière d'enseignement. La concurrence avait pour but la saine émulation. Mais malheureusement, cette émulation-là a été parfois faussée par d'autres arguments qui ont fait placer des livres à des niveaux qui n'étaient pas les leurs. Le pays s'apprête donc à rompre avec la pratique qui veut qu'une pléthore de livres par matière soit proposée aux apprenants. Pratique qui ouvre la voie à toute forme de corruption et de marchandage. Après l'agrément, les éditeurs devaient faire le tour du Cameroun, la ronde des établissements, pour être celui des 6 ou 7 livres agréés par matière qui allaient être enseignés dans cet établissement. Ça avait l'inconvénient que l'éditeur avait à faire du marketing à très grands frais. Ça avait l'inconvénient que les éditeurs devaient se battre parfois avec des moyens illicites et peu orthodoxes pour avoir celui des livres qui seraient retenus. Réunis en session ordinaire à Yaoundé, le Conseil national d'agrément du livre scolaire
tablent sur les manuels qui seront retenus pour la prochaine rentrée scolaire. Qu'il s'agisse d'éditeurs camerounais ou d'éditeurs étrangers, le Conseil affirme que le critère de sélection, c'est celui de la qualité. Nous avons reçu exactement 1428 livres pour les différentes matières et ces livres, nous les avons reçus de 103 éditeurs, 2 éditeurs rwandais, quelques éditeurs anglais et français et le reste c'est des éditeurs camerounais. Il y en a qui ont leur classe à faire, qui n'ont pas le même niveau que ceux qui sont là depuis 15-20 ans et qui sont camerounais. Donc nous consommerons camerounais, mais nous consommerons camerounais en qualité aussi. Mais il y a une crainte. Comment s'assurer que le livre retenu sera disponible en quantité sur le marché? La première garantie, c'est la surface financière. Aucun éditeur n'a proposé de livre sans qu'il nous dise où il va trouver l'argent. Donc vous avez des gens qui ont des comptes dont ils nous ont donné des extraits. Vous avez des gens qui ont des cautionnements bancaires. Vous avez des gens qui ont des lettres d'accord de leurs imprimeurs. Tout cela permet de nous assurer que lorsqu'un éditeur sera retenu, il aura son livre, il aura les moyens d'avoir son livre dans les quantités demandées par le marché. Et ils savent que si c'est les délais fantaisistes qu'ils ont donnés, on peut le vérifier après lorsque les livres n'auront pas été à temps sur le marché et faire les correctifs qui s'imposent. La question du livre scolaire fait courir au Cameroun. Les appels d'offres s'achètent à 50 000 francs CFA. Pour la session ordinaire du Conseil national d'agrément du livre scolaire qui se tient à Yaoundé, 71 400 000 francs CFA pour les 103 éditeurs soumissionnaires ont été récoltés et reversés au trésor public, affirme le Conseil. On parle de toute autre chose à présent. La fête du travail connaît lente préparation dans la région du littoral. Les commissions mises sur pied il y a peu déplorent l'absence de financement, une situation qui plombe les préparatifs de l'édition 2018 dans la ville de Douala. Eric Watat, Isabelle Carole Zopet. Préparatif de la 132e édition de la fête du travail, la région du littoral, toujours son budget. La dizaine de commissions dédiées à la course relève que les préparatifs vont bon train, mais que rien ne peut être engagé sans financement. Déjà, les différents présidents de chaque sous-commission ont présenté ce qu'ils ont abattu dans leurs multiples réunions et le problème de budget a été posé. À quelques jours de la fête du travail, l'administration et les centrales syndicales ne sont pas toujours fixées sur le chronogramme des activités. Mais l'idée d'innover reste à l'ordre du jour, comme le souligne d'ailleurs le délégué régional du travail et des affaires sociales. Principalement les forats qui aura lieu dans mes services. Il y aura beaucoup de formations. D'abord les travailleurs indépendants, la CNPS va les édifier en matière d'assurance volontaire. Il y aura aussi des dépistages gratuits de tension, de diabète et de VIH-Sida et bien d'autres. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la deuxième réunion préparatoire de la fête du travail dans la région du littoral. Il faudra attendre les réunions du 25 et 27 avril prochain pour faire la lumière sur tous les problèmes évoqués au cours de ces assises. En rappel, le Cameroun célèbre le 1er mai prochain la fête du travail sous le thème « Dialogue social de promotion du travail décent et du progrès socio-économique au Cameroun ». Et je vous le disais à l'entame de ce journal, les travaux de soutènement d'un mur Virodrame, la scène se déroule au quartier Lorpomme dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Les victimes étaient à pied d'œuvre lorsque le pire s'est produit. Le récit des faits avec Leclerc Sakem. Deux ouvriers qui creusaient ces fouilles pour la construction d'un mur de soutènement perdent la vie suite à un éboulement de terrain. Daniel Teroumoudjounou, 46 ans sonné, père de 6 enfants et son cadet, travaillaient dans ce chantier situé dans une zone à risque et sans mesure de sécurité au quartier Lorpomme, ici à Douala, lorsqu'ils ont été surpris par l'éboulement du terrain. Il a fallu près de 4 heures aux éléments du corps des sapeurs-pompiers pour extraire les 2 corps de la terre.
Les éléments du commissariat numéro 4 de Douala ont déposé les corps dans une morgue de la place. L'on est sans nouvelles du propriétaire de ce chantier. C'est avec ce reportage plutôt triste que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et je vous souhaite de passer une agréable soirée en compagnie des programmes d'Equinox Télévision.